Alors, on a parlé de beaucoup de choses ce matin qui viennent un peu complexifier les modèles de rentabilité hôtelière aujourd'hui, avec à la fois côté investissement des augmentations de coûts, côté exploitation des augmentations de coûts aussi. Donc, la question aujourd'hui, ça va être de comment on réinvente un modèle et est-ce qu'on est au point de réinventer ce modèle. Alors effectivement, juste pour reprendre quelques petites courbes, on a affaire aujourd'hui à une augmentation des coûts de construction donc, qui dure depuis 2000, qui est assez régulière et qui a explosé au cours de la dernière année avec un indice du coût de la construction qui a augmenté de 7%. À côté de ça, on a une productivité qui tend à baisser. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au cours de la dernière période, en fait, cette augmentation des coûts était quand même relativement bien soutenue par l'évolution du RevPAR. Bon, mis à part le trou d'air de 2020-2021, la question est aujourd'hui, quand on a des coûts de construction dont on dit qu'ils vont encore augmenter, alors j'entendais Jean-Luc Garon-Pré ce matin qui disait que ça avait tendance à se stabiliser en province, mais on sait qu'il y a de nouvelles réglementations qui vont venir peser sur les coûts. Quand on sait qu'on a des difficultés côté exploitation, est-ce que ce RevPAR va pouvoir augmenter encore autant pour pouvoir soutenir tout ça ? Alors juste pour rebondir un peu sur ce que Jean-Luc disait ce matin, donc on a effectivement une évolution des coûts de construction, mais on a surtout une évolution du coût du foncier. Et on sait que c'est quand même quelque chose qui pèse fortement dans un investissement et notamment dans les développements hôteliers. Alors cette évolution, elle est assez régulière, avec des zones qui ont fortement progressé au cours de la dernière période. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, je pense à la Normandie, avec des prix de foncier qui ont progressé qui ont presque été multipliés par 2 sur 10 ans. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est de regarder finalement, est-ce que le RevPAR avait progressé d'autant ? Vous avez en rouge toutes les zones dans lesquelles l'évolution du coût du foncier a progressé de plus de 3 fois par rapport au prix du RevPAR. Donc on se retrouve quand même sur des zones qui sont un petit peu en tension, avec quelques zones qui sont un peu plus soutenables, notamment la Bretagne et puis la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais quand même, toutes les zones Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Côte d'Azur et puis Normandie sont quand même des zones sur lesquelles il va y avoir une tension. Et ça correspond également aux zones dans lesquelles on a eu le plus de développement au cours des dernières années. Et on sait que ce sont les zones qui sont les plus attractives. Alors pourquoi cette évolution du coût du foncier ? En fait, on a de nouvelles réglementations, notamment de non-artificialisation des sols. On a une pression démographique, une pression économique aussi dans ces régions, qui font qu'on a une pression. Deuxième élément, donc c'est vraiment là côté exploitation. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation des charges. Donc au cours de la dernière décennie, on a globalement une augmentation des charges qui a à peu près été compensée par l'évolution du RevPAR. Donc là, sur le segment économique, par exemple, on a quand même dû faire une progression de 7 € de RevPAR pour avoir une progression de 3 € de GOP. Sur le segment milieu de gamme, on a dû faire une progression de 16 € de RevPAR pour avoir une progression de 7 € de GOP. Donc on est quand même toujours en train de courir derrière. Et finalement, quand on parle aujourd'hui d'inflation sur les coûts, sur les salaires, est-ce qu'on peut attendre que le RevPAR progresse aujourd'hui de l'ordre de 7-8% pour suivre cette inflation qui nous était annoncée aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, on va devoir réinventer un modèle pour de nouveau retrouver de la marge et retrouver de la productivité pour aller compenser ces évolutions. Et si on regarde, en fait, on se demande si on n'est pas à un moment où on est sur une restructuration du marché et une restructuration de l'offre. Alors on va partir un petit peu en arrière pour revoir comment le marché s'est structuré. Alors pour ceux qui viennent régulièrement, ils connaissent déjà cette slide d'évolution du parc hôtelier en France, avec une première phase de structuration de l'offre entre 1984 et 1996 à peu près, puis une stabilité avant d'avoir cette restructuration du marché. Et en parallèle, pendant toute cette phase de structuration de cette première décennie, on a des prix moyens qui ont baissé. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est de savoir où on se trouve dans le cycle, mais probablement qu'on se trouve juste avant cette nouvelle baisse de prix moyens. Là, aujourd'hui, c'était Eric Ombach qui le disait ce matin, on a des prix moyens qui progressent, profitons-en, parce que c'est pas certain que ça dure pour les prochaines années.
En fait, quand on regarde ce qui s'est passé aussi en termes de changement de paysage hôtelier, donc là, vous avez la création ou la destruction de chambres par type d'hôtellerie. Donc en bleu, vous avez l'hôtellerie de chaîne. Donc on était dans cette première phase de structuration du marché, de standardisation du marché, c'est le terme qu'utilisait Frédéric Josenan ce matin, qui s'est traduite en décalé par une baisse de l'offre indépendante. Alors c'était beaucoup les hôtels de préfecture un peu anciens qui n'ont pas supporté cette amélioration de l'offre et donc cette intensité concurrentielle supplémentaire. Et puis sur la fin de la période, de nouvelles chaînes qui sont arrivées. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas dans cette nouvelle phase avec des établissements vieillots qui vont devoir quitter le marché. Donc on a regardé sur l'évolution des performances en fonction de l'ancienneté du bâtiment. Donc là, vous avez sur ce graphique, par segment, l'écart de RevPAR sur les 5 premiers mois de l'année 2002 entre les établissements donc, par décennie et le RevPAR normal du marché. Donc, ce qu'on peut observer d'une manière générale, c'est que ce sont les établissements qui ont été créés dans la dernière décennie, donc dans les années 2010, qui finalement ont repris tout de suite le pas de la croissance sur cette dernière période, alors que pour d'autres établissements, ça reste encore un peu plus compliqué. Si on prend segment par segment, en fait, pour mieux comprendre, donc sur l'hôtellerie super économique, on a eu une première phase dans les années 80 avec une structuration du marché et puis des établissements qui sont aujourd'hui très économiques, avec des espaces communs partagés, qui aujourd'hui ne répondent plus aux attentes de la clientèle. Une deuxième phase de création avec notamment beaucoup d'hôtels à Coursives pour des raisons d'économie, mais aujourd'hui, c'est pareil, ces établissements ne répondent plus forcément à la demande. Et puis ceux qui sont vraiment repartis très fort sur ce début d'année, ce sont les hôtels les plus récents, donc à l'image notamment de l'hostellerie dont on parlait ce matin. Sur le segment économique, on a des écarts qui sont un petit peu plus modérés. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que les hôtels des années 70, au contraire, s'en sortent un petit peu mieux. Mais en fait, l'hôtellerie des années 70, c'est souvent une hôtellerie qui a pu s'implanter en cœur de ville. Donc qui aujourd'hui retrouve une certaine attractivité, alors que les hôtels de périphérie, aujourd'hui, sont beaucoup moins attractifs. Et là encore, les hôtels qui ont été créés les plus récemment, donc dans les années 2000, donc époque de lifestyle villation, comme disait Frédéric ce matin, et puis dans les années 2010, finalement, ont tout de suite pris le chemin de la relance. Sur le segment milieu de gamme, on a là encore les hôtels les plus anciens sont également les hôtels de plus grande capacité. On a beaucoup de gros porteurs donc là, qui ont du mal à repartir. Et par contre, on a de meilleures performances, notamment dans toute une série d'hôtels qui ont été créés dans les années 80 à 2000. Donc c'est un petit peu le contre-exemple, mais avec souvent des localisations prime qui sont aujourd'hui attractives. Et sur le segment haut de gamme, là encore des segments, des comportements différents, avec les hôtels les plus anciens, beaucoup de gros porteurs qui ont du mal à reprendre le marché. On a également une nouvelle hôtellerie. Dans les années 80, de la constitution d'une hôtellerie de luxe, là, qui est repartie très fortement. Et puis, tout ce qui va être une nouvelle génération, qui repart également fortement. Si on compare avec les performances d'avant la crise, toujours sur cette même période, on voit très clairement que ce sont les hôtels vraiment de plus dernière génération qui repartent. Donc en fait, ça appelle cette question, si vous vous souvenez du graphique que je vous ai présenté, sur les enseignes nouvelles qui arrivent sur le marché. Et on a quand même de plus en plus de nouvelles enseignes qui arrivent. Alors, excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés. Je vois Pierre Esnay devant, j'aurais pu rajouter You, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, donc Adrien a parlé ce matin de toutes les nouvelles enseignes qui étaient créées par les groupes hôteliers, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'on a quand même de plus en plus de chaînes ou de concepts, tout dépend comment on perçoit les choses, qui sont créés par des non-chaînes, c'est-à-dire des personnes qui sont soit complètement indépendants à la base ou qui sont déjà hôteliers, ça peut être également des investisseurs, des exploitants aussi, des asset managers, qui créent ces chaînes et dont l'objectif est aujourd'hui d'aller plus en réponse aux attentes de la clientèle. Et globalement,
ils axent leur réponse sur 2 éléments. L'un qui est effectivement une plus grande réponse à ces attentes, avec notamment de l'hybridation, dont on a beaucoup parlé jusque-là. L'hybridation avec 2 enjeux principaux. D'une part, c'est-à-dire remplir un peu mieux ces établissements avec une clientèle locale et puis surtout optimiser l'utilisation des espaces, à la fois d'un point de vue physique et puis surtout dans la semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des espaces qui sont aussi convertibles. C'est plus tellement entendable d'avoir des salles de réunion qui ne sont pas occupées pendant les week-ends alors qu'on pourrait avoir des animations, d'avoir des salles de petit déjeuner qui servent de 6h à 10h le matin et qui ensuite sont des espaces clos, inaccessibles par la clientèle. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase d'aller rechercher cette nouvelle clientèle et d'avoir une attention particulière auprès de la clientèle locale qui va faire venir une clientèle extérieure. Le deuxième élément qui est mis en avant par l'ensemble de ces contextes, mais par l'ensemble finalement des hôteliers aujourd'hui, c'est cette prise en compte du développement durable. Alors il y a à la fois une prise en compte qui peut être personnelle, d'attention, il suffit quand on allume la télé pour se rendre compte que des dérèglements climatiques et autres. Il y a aussi le consommateur qui pousse beaucoup pour qu'on soit en ligne avec tout ce qui peut être respect de l'environnement. Et puis on a des réglementations qui arrivent, notamment le décret tertiaire, donc qui est mis en place là en 2022 avec les premiers enregistrements et qui impose une baisse de 50% des consommations énergétiques à l'horizon 2040. Et puis, la RE 2020, qui là impose, donc ça c'est pour les constructions neuves, qui impose également de respect de l'environnement depuis la conception jusqu'à la destruction éventuelle du bâtiment. L'enjeu surtout, c'est d'avoir pour des établissements qui sont très consommateurs d'énergie, donc on vous a repris certains ratios, certains chiffres de consommation énergétique, avec notamment la question des immeubles de grande capacité dont on sait il y a toujours une question sur leur vocation. Mais sur ces immeubles qui sont vraiment très consommateurs en énergie, l'enjeu aujourd'hui, ça va être de pouvoir diminuer la consommation énergétique tout en conservant une expérience client qui soit attractive. Donc cette consommation énergétique, elle va forcément dépendre de l'ensemble des équipements qui sont présents dans l'hôtel. Et on vous a repris ici quelques montants, mais c'est vrai que si on prend la consommation d'eau, on est aujourd'hui entre 200 et 250 euros par chambre et par année. Si on est sur l'électricité et du gaz, jusque-là, on était entre 1600 et 2000 euros par chambre par année, et sur des montants qui vont augmenter aujourd'hui. Et donc la question, ça va être d'à la fois diminuer ces consommations et de faire en sorte que ce travail soit aussi une nouvelle expérience pour le client. Alors c'est certain que ça va nécessiter des capex, donc ça va être l'enjeu aujourd'hui. Mais le fait de pouvoir dire qu'on a des panneaux photovoltaïques, même si ça a un coût, entre 9 000 et 15 000 euros par panneau, s'il faut installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques, là encore entre 1 000 et 1 500 euros, l'intérêt, ça va être de dire, voilà, pourquoi vous devez venir dans mon hôtel et qu'est-ce que je fais pour améliorer cette consommation. Heureusement, donc, on a des aides, des supports. Donc, tout l'ensemble de l'Europe s'est mobilisé, en tout cas, pour proposer des aides différentes pour ces supports. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc, nous, on a réalisé dans l'année une étude auprès des hôteliers parisiens sur leur attention à cette consommation énergétique et la façon dont ils s'impliquaient dans ce renouvellement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a à peu près les 3/4 disent qu'ils sont globalement intéressés pour faire des actions en ce sens. Avec un premium quand même de l'hôtellerie de chaîne par rapport à l'hôtellerie indépendante qui est un petit peu plus en retard sur ces sujets. Mais par contre, quand on leur demande est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place prochainement pour aller dans ce sens, aller dans le sens de l'économie d'énergie, on
non, c'est beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, il y a uniquement 30% des hôteliers qui disent qu'ils ont engagé ou ils vont engager prochainement des travaux qui vont concerner l'isolation des bâtiments. Par contre, ils sont aussi aujourd'hui beaucoup plus engagés, de l'ordre de 60% à peu près, sur tout ce qui va être gestion des déchets et petites actions mises en place au sein des hôtels. Donc au final, pour conclure, aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins et au moment de réinventer l'hôtellerie et de rentrer dans un nouveau cycle, mais c'est finalement tout ce qu'on a entendu ce matin. Les enjeux principaux, ça va rester la rentabilité, le fait d'augmenter cette rentabilité pour pouvoir compenser, travailler autrement pour pouvoir compenser l'évolution des coûts et avec donc un personnel notamment qui soit beaucoup plus impliqué, avec des économies d'énergie, des économies de charges qu'on va pouvoir faire à chaque niveau. Et ça passe notamment par ces nouveaux concepts qui apportent une expérience client nouvelle. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui important, qui est aujourd'hui recherché. Et puis, une responsabilité sociale aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôtels se sentent... il est important d'impliquer à la fois... de faire en sorte que l'hôtel soit le lieu d'attention à la fois du personnel, donc ça on en a beaucoup parlé et ce sont des choses qui sont importantes. Là encore, sur l'enquête qu'on a faite, on se rend compte que l'attention par rapport au personnel et les actions en faveur du personnel n'étaient mises en place que dans 30% des hôtels. Donc il y a encore du chemin à faire et on sent qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Responsabilité sociale aussi, c'est de s'intégrer dans cet environnement et de prendre en compte les enjeux pour pouvoir aller vers une hôtellerie de demain.